Bonjour à tous, je suis Sandrine Lagaron, chargée de prévention à la direction prévention d'Aesio Mutuelle et aujourd'hui nous vous proposons le webinaire, Assurance emprunteur, droits des malades et accès aux garanties. Ce webinaire va être animé par Dominique Thierry qui est, juriste spécialisé en santé et not et qui est donc, qui intervient au titre de l'association Juris Santé. Alors ce webinaire, il vous est proposé, dans le cadre de Prévaisio, le service de prévention d'Aesio Mutuelle. Vous pouvez retrouver, toute la programmation, de Prévaisio sur votre espace adhérent, sur la page Mes services et rubrique Prévaisio. Alors on est ensemble pour à peu près une bonne heure. N'hésitez pas à poser, vos questions via le chat à Dominique et à qui je laisse tout de suite la parole. Mais À vous Dominique. merci beaucoup Sandrine Merci à et vous. bonjour à tous. Donc je suis ravie d'être avec vous, ce midi pour vous éclairer effectivement sur, l'accès aux assurances, emprunteurs lorsqu'on a eu un souci, de santé, donc ce qu'on appelle communément un risque aggravé, de santé, alors qui peut être ponctuel, hein, l'exemple de quelqu'un qui a eu un AVC ou un infarctus, sans autre, pathologie et ça reste quelque chose de ponctuel ou pour d'autres cas, pour quelqu'un qui est atteint d'une maladie chronique ou d'un cancer ou qui a eu un cancer en tout cas. Donc effectivement, dans ce cadre-là, l'accès aux assurances se complique très souvent, puisque l'assureur, lui, ce qu'il cherche, c'est à assurer avec le moindre risque possible. Et donc, par rapport à ça, effectivement, il va avoir un certain nombre d'exigences. Donc, en ce qui concerne le cadre juridique général, hein, en ce qui concerne le rapport avec un assureur, c'est lorsque vous souhaitez effectivement souscrire une assurance emprunteur, vous entrez en fait dans un rapport contractuel avec l'assureur. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est le médecin, même si à un moment donné, vous allez l'interpeller pour vous aider, notamment par rapport au remplissage d'un questionnaire de santé ou l'établissement d'un certificat médical. Excusez-moi. Le médecin n'est pas partie au contrat. En fait, le contrat, c'est vraiment entre vous et l'assureur. Et dans ce cadre-là, vous êtes soumis à une obligation de déclaration, c'est-à-dire que si vous êtes soumis à un questionnaire de santé, vous devez répondre exactement et sincèrement à toutes les questions qui vous sont posées par l'assureur, sans omission volontaire ni fausse déclaration intentionnelle. Et cette obligation, elle est heureusement très encadrée, c'est-à-dire que seules les questions écrites claires et précises appellent une réponse et il n'y a pas d'obligation de déclaration spontanée de ce qui n'est pas demandé. Donc il faut vraiment, je serai amenée à le répéter un petit peu plus loin, mais c'est vraiment, on répond aux questions qui sont posées. S'il n'y a pas de questions posées, par exemple, vous avez un questionnaire de santé qui vous interroge sur ce qui s'est passé dans les 5 dernières années, et vous avez eu un événement qui s'est produit 15 ans avant, vous n'avez pas besoin de le renseigner. Donc vraiment, c'est quelque chose d'extrêmement encadré, mais effectivement, l'assureur, dans le cadre de ce contrat qui va vous lier, il a le droit, par rapport au code des assurances, il a le droit effectivement de calculer le risque assurantiel pour voir si oui ou non il peut effectivement vous proposer une assurance. Et c'est bien là où on a le nœud du problème, c'est sur la possibilité pour les assureurs de calculer ce risque assurantiel qui vont leur donner effectivement droit à vous poser ces questions. Donc, la grande avancée qu'il y a eu en 2022, c'est qu'on a eu, grâce à la loi Lemoine, la possibilité d'obtenir une assurance de prêt sans sélection médicale. Donc, l'assurance de prêt sans sélection médicale, c'est simplement, vous avez accès à une assurance de prêt sans questionnaire de santé. Quelle que soit votre situation de santé, vous pourrez être assuré. Néanmoins, c'est sous conditions cumulatives et des conditions qui sont extrêmement strictes. C'est-à-dire que pour pouvoir souscrire une assurance de prêt sans avoir aucune question en relation avec votre santé,
Il faut que votre prêt concerne l'acquisition d'un bien immobilier qui peut être à usage d'habitation ou à usage mixte, à savoir une partie en habitation, une partie en bien professionnel ou même par rapport à une acquisition professionnelle, que le montant assuré soit égal ou inférieur à 200 000 euros par emprunteur, ce qui signifie que si vous êtes un couple ou si vous souhaitez acquérir le bien avec un co-emprunteur, vous pouvez aller jusqu'à 200 000 euros par emprunteur, donc soit 400 000 euros au total. Que l'échéance du prêt, le dernier remboursement du prêt doit avoir lieu avant votre 60e anniversaire. Donc effectivement, on voit bien que on a quelque chose qui est extrêmement favorable, puisqu'il n'y aura aucun questionnaire de santé dans ce cas-là, mais qui est très limité, notamment au regard de l'échéance du prêt qui doit intervenir avant le 60e anniversaire. Puisque là, on peut imaginer les personnes qui vont acquérir un bien pour la première fois. Il est rare, la moyenne en France, c'est plutôt des prêts sur 20 ans. Donc, pour ceux qui arrivent à faire un prêt sur 15 ans, OK, là, on est sur 45 ans, 44, 45 ans maximum pour pouvoir bénéficier de ce système. Pour ceux qui achètent sur 20 ans, ça veut dire qu'on emprunte à l'âge de 40 ans au plus tard, voire un petit peu avant. Donc, on s'adresse quand même à une population relativement jeune. Néanmoins, qui peut le plus, peut le moins aussi. Donc, nous, on a déjà eu l'occasion de voir que des personnes qui avaient 50 ans, mais qui avaient déjà un premier bien qu'elles allaient revendre et qui avaient besoin d'un tout petit prêt, pouvaient également accéder à ce dispositif, toujours sous réserve de pouvoir effectivement rembourser la totalité du prêt avant l'âge de 60 ans. Alors, les associations, c'était un collectif interassociatif dont nous faisions partie, qui sont à l'origine de cette loi. On était vraiment dans la volonté, on est toujours dans la volonté d'obtenir que cette échéance de prêt soit reportée à l'âge de 71 ans, comme dans le cadre de la convention AERAS dont je vais vous parler. Mais pour l'instant, on n'est pas dans les conditions idéales en termes de lobbying au regard de l'instabilité de la dissolution de l'Assemblée générale qui a eu lieu et là de l'instabilité actuelle. Mais c'est quelque chose très certainement qui va évoluer. C'est un message un peu d'espoir quand même pour ceux qui sont plus âgés. On espère faire évoluer les choses dans les années qui viennent. Donc, les conséquences pratiques de cette assurance de prêt sans sélection médicale, c'est qu'il n'y a aucune question médicale possible, qu'il n'y a aucun certificat médical qui peut être demandé par l'assureur non plus. Le médecin n'a absolument pas à intervenir. Et par contre, le bémol, c'est que certains contrats d'assurance dont on peut bénéficier grâce au fait qu'il n'y ait pas de sélection médicale, prévoit qu'il y a une exclusion des maladies déjà connues. Alors vous allez me dire, mais à quoi ça sert une assurance si on exclut les maladies déjà connues? C'est qu'avant, notamment quand on avait eu un cancer ou quand on a une maladie cardiaque ou voire d'autres, n'importe quelle autre pathologie chronique, il n'y avait aucun accès du tout ou très peu d'accès à l'assurance et que là, on a quand même accès, OK, sans être éventuellement indemnisé pour la maladie qui est déjà connue, mais on couvrira les autres pathologies et donc ça reste quand même très, très important. Donc ce dispositif, il concerne bien l'accès au contrat, mais il n'harmonise pas les garanties qui, elles, restent contractuelles. Mais à savoir, il y a quand même des assureurs qui jouent le jeu et qui assurent également les maladies déjà connues. Donc il faut vraiment mettre, si vous êtes dans cette situation-là, il faut vraiment mettre les assureurs en compétition de manière à trouver l'assureur qui vous proposera la meilleure solution possible. Donc, l'autre cas, c'est effectivement, vous ne pouvez pas, vous avez besoin d'un prêt supérieur à 200 000 euros si vous êtes seul ou supérieur à 400 000 euros si vous êtes à deux. Ça peut être le cas quand vous habitez une grande ville ou même par rapport au type de maison que vous recherchez. Ou le plus souvent, c'est aussi parce que effectivement, on n'arrive pas à rembourser avant l'âge de 60 ans. À ce moment-là,
on est soumis à la sélection médicale. Et donc, à la convention, on peut demander la convention AERAS. AERAS, c'est s'assurer et emprunter avec un risque aggravé de santé. Et l'objectif de cette convention, c'est essayer de vous permettre d'avoir accès à une assurance dès qu'on arrive à sécuriser un petit peu votre dossier. Donc, dès que une des conditions, la loi Lemoine, hein, donc plus de 200 000 euros, ou effectivement, vous n'arrivez pas à rembourser avant l'âge de 60 ans, dès qu'il y a une des conditions qui n'est pas remplie, il y aura l'exigence d'un questionnaire de santé. L'état de santé redevient à ce moment-là déterminant et l'assureur va pouvoir accepter, exclure, majorer, en demander une surprime ou refuser votre dossier, puisqu'en droit français, il n'y a pas d'obligation d'assurance à la charge des assureurs dans le cadre des prêts immobiliers. Donc, lorsque on bénéficie de la convention AERAS, en fait, il s'agit d'une procédure de réexamen, c'est-à-dire vous allez passer, on dit qu'on passe d'abord au niveau 1. Au niveau 1, on détermine par rapport à votre état de santé, au questionnaire médical que vous avez rempli, est-ce que vous êtes assurable au risque de la population générale sans surprime ni exclusion. Si c'est le cas, vous êtes assuré au niveau 1 de la convention AERAS. Dans le cas de figure où vous ne pouvez pas être assuré immédiatement au niveau 1, vous allez basculer sur le niveau 2. Dans le cadre du niveau 2, il y a un réexamen de votre dossier par, alors ce n'est pas l'assureur qui réexamine votre dossier, à partir du moment où vous remplissez un questionnaire de santé, en fait le questionnaire de santé et les pièces médicales éventuellement qui ont été transmises sont examinés par le service médical de l'assureur, ou le médecin expert désigné par l'assureur. Donc là, ce qu'ils vont examiner, c'est effectivement, vous ne pouvez pas passer au niveau 1 parce qu'on estime que le risque est trop important pour que vous puissiez être assuré à la même, comme si parce que le risque est égal à celui de la population générale du même âge, puisque l'âge est aussi un facteur important pour les assureurs. On ne paye pas le même prix quand on a 25 ans ou quand on a 50 ou 60 ans. Donc, à ce moment-là, effectivement, le médecin va vous renvoyer des demandes d'informations complémentaires. Ça peut être des comptes rendus médicaux, des comptes rendus d'hospitalisation, des comptes rendus de spécialistes, neurologues, rhumatologues, cardiologues, enfin tous les médecins spécialistes qu'on peut imaginer. Ils peuvent également vous demander de faire des examens de santé complémentaires pour vérifier par rapport à certains examens le risque qui est présent dans votre situation. Et une fois qu'ils ont tous ces éléments, ils décident si oui ou non on peut vous assurer au niveau 2. En règle générale, quand vous êtes assuré, quand vous avez une proposition d'assurance au niveau 2, c'est assorti soit d'une surprime, c'est-à-dire qu'on vous fait payer l'assurance plus cher qu'à quelqu'un qui n'a aucun risque de santé, soit une exclusion, c'est-à-dire qu'on vous assure pour tout, sauf pour la pathologie dont vous êtes atteint, qui vous concerne. Donc, à ce moment-là, on peut vous faire une proposition d'assurance, donc soit avec une exclusion, soit avec surprime. On ne peut jamais vous faire une proposition d'assurance qui cumule une surprime et une exclusion sur le même risque. Alors, par exemple, vous pouvez avoir une surprime par rapport à un risque de diabète, par exemple, et une exclusion par rapport à un risque d'allergie. Puisque vous avez certaines allergies qui peuvent être mortelles avec choc anaphylactique. Certaines personnes, malheureusement, peuvent avoir un choc anaphylactique, donc un arrêt qui amène à un arrêt cardiaque suite à l'absorption de certains aliments ou encore suite à une piqûre d'abeille, par exemple. Eh bien là, si c'est connu, eh bien effectivement, vous pouvez avoir une exclusion de ce risque-là. Mais vous ne pouvez pas avoir une surprime et une exclusion pour un risque d'allergie, par exemple, ou pour un cancer. Donc là, une fois que vous êtes passé au niveau 2 et que soit on vous fait une proposition d'assurance, soit là également, l'assureur
vous renvoie au niveau 3 parce qu'il considère que le risque est toujours trop important et qu'il prendra, que le risque pour lui est trop important par rapport à la couverture. Et donc là, les médecins de l'assureur vont présenter votre cas au niveau 3 de la convention AERAS. Donc, c'est de nouveau un réexamen. Là, en règle générale, ils font avec le dossier qu'ils ont déjà bien travaillé. Hein, et ça signifie simplement qu'ils vont présenter votre dossier devant un pool de réassureurs, en fait, de médecins des réassureurs, de manière à mutualiser plus largement le risque sur des compagnies supplémentaires. Donc, c'est comme si votre assureur, il allait prendre lui-même, il va se réassurer en fait. Et là, vous avez, selon les années, entre 30 à 35% des dossiers qui bénéficient d'une proposition d'assurance au niveau 3. Donc là aussi, soit vous avez une proposition d'assurance avec une surprime ou une exclusion, ou alors vous avez un refus d'assurance. Quand vous avez un refus d'assurance, parfois il est indiqué qu'on vous demande de représenter, vous propose en tout cas de représenter le dossier dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, où c'est définitif. Vous avez le droit, lorsqu'on vous envoie un refus, de demander quelles sont les raisons de ce refus. Hein. Il y a vraiment cette possibilité-là de manière à pouvoir éventuellement mieux construire votre dossier dans l'avenir si vous le représentez. Donc, cette convention AERAS, elle concerne les prêts à la consommation jusqu'à 17 000 €, mais là aussi, une échéance, il faut que le prêt soit contracté et réglé avant l'âge de 50 ans. Donc, vous voyez, on est quand même sur des règles assez strictes. Mais dans ce cadre-là, effectivement, il n'y a pas de questionnaire de santé pour les prêts à la consommation. Ensuite, les prêts immobiliers et les prêts professionnels, sachant que le maximum de prêts que vous pouvez obtenir, c'est 420 000 € d'encours de tous les prêts. C'est-à-dire que si vous avez déjà un prêt immobilier de 300 000 € et que vous souhaitez obtenir un prêt professionnel, mais vous ne pourrez obtenir que 120 000 €. A contrario, vous aviez un prêt professionnel de 100 000 €, le prêt immobilier qui pourra vous être accordé sera de maximum 320 000 €. Néanmoins, les montants ont été augmentés là aussi en 2022, comme au moment de la loi Lemoine, puisque avant on couvrait jusqu'à 320 000 € dans le cadre de la convention AERAS. Donc, la convention AERAS a également donné naissance au droit à l'oubli et à la grille de référence AERAS, donc s'assurer et emprunter avec un risque aggravé de santé. Mais à ce jour, le droit à l'oubli et la grille ne concernent que les cancers et l'hépatite C. Donc, effectivement, pour les maladies chroniques autres que les maladies cancéreuses, néoplasiques, malheureusement, ça ne couvre pas ces risques-là. Donc, en ce qui concerne le droit à l'oubli, eh bien, il s'agit du droit de ne pas déclarer un cancer survenu antérieurement à la demande d'emprunt. Et depuis le 1er juin 2022, donc toujours grâce à cette fameuse loi Lemoine, le droit à l'oubli s'applique dorénavant pour tous les contrats d'assurance qui couvrent les prêts à la consommation affectés ou dédiés, les prêts professionnels pour l'acquisition de locaux ou de matériel et les prêts immobiliers. Mais également, ce qui est important, c'est que la loi Lemoine, avant, a réduit la durée de la période nécessaire avant de pouvoir actionner le droit à l'oubli, qui avant, au départ, en 2016, on était sur une période de 15 ans, qui a été réduite ensuite à 10 ans, et grâce à la loi Lemoine, cette période a été réduite à 5 ans. Donc, depuis 2022, en fait, à partir du moment où vous avez eu un cancer, que vous avez terminé les traitements actifs qui concernent ce cancer depuis 5 ans, eh bien, vous avez droit d'invoquer ce droit à l'oubli et donc de ne pas déclarer votre cancer, à condition, bien sûr, qu'il n'y ait eu aucune rechute dans ce délai de 5 ans. Donc, ce qui est important là aussi, c'est que à partir du moment où effectivement vous avez terminé votre protocole thérapeutique actif
depuis au moins 5 ans, eh bien, l'assureur ne pourra vous demander aucune information, en tout cas en lien avec le cancer. Et donc là aussi, il reste quand même un point important, c'est qu'en principe, l'échéance des contrats d'assurance doit intervenir avant le 71e anniversaire de l'emprunteur, là également. Donc, je reviendrai sur la notion de protocole de thérapeutique actif juste après. Donc, l'assurance de prêt a également, dans le cadre de cette convention AERAS, comme en 2016, en fait, c'était 15 ans pour pouvoir obtenir le droit à l'oubli, il a été créé à la même époque une grille de référence qui établit la liste des pathologies qui ne présentent pas de surrisque par rapport à la population générale. Et dans ces cas, en fait, les antécédents doivent être déclarés, mais vous bénéficiez d'une assurance sans avoir à attendre le délai de 5 ans après la fin de son protocole thérapeutique. Donc, pour certains cancers qui sont répertoriés dans la grille de référence à ERAS, effectivement, eh bien, il y a un encadrement du droit à l'assurance et dans certains cas, par exemple, je pense au cancer du sein in situ ou à certains cancers de la prostate, eh bien, dès que vous êtes à 1 an de distance du dernier traitement curatif pour ce cancer, vous avez le droit à être assuré au même taux que la population générale du même âge. Et à ce moment-là, il n'y a plus de surprime qui est appliquée, ni d'exclusion de garantie. Donc, néanmoins, dans la grille, selon le type de cancer, ces délais peuvent varier. Et on a également, pour certains cancers, au lieu d'avoir accès à une assurance sans surprime ni exclusion, mais là aussi, les surprimes et les exclusions possibles sont encadrées par la grille. Malheureusement, ça ne concerne à ce jour que les cancers. Donc, effectivement, quand on a dans la période transitoire entre la fin du traitement thérapeutique et le droit à l'oubli au bout de 5 ans, eh bien, on peut parfois bénéficier d'une assurance encadrée beaucoup plus tôt grâce à cette grille de référence qui, elle, demande donc bien la déclaration du cancer que vous avez eu et donc de l'information par rapport à la situation médicale en lien avec ce cancer. Mais quand vous rentrez dans les conditions de la grille, vous avez accès à l'assureur, à l'assurance de la manière dont c'est indiqué dans la grille. Donc, comme je vous ai évoqué, effectivement, très souvent, nous, on reçoit des demandes au niveau de notre ligne, de notre permanence téléphonique. Mais finalement, qu'est-ce que c'est que la fin du protocole des traitements actifs contre le cancer? Parce que très souvent, pour un certain nombre de personnes, vous terminez les traitements actifs. Donc, les traitements actifs, c'est tout ce qui est curatif. Mais aujourd'hui, on a beaucoup de traitements préventifs d'une rechute. Et donc, très souvent, les personnes, ce qu'elles pensent, c'est que elles ont terminé la chirurgie, la radiothérapie, la chimiothérapie, des traitements médicamenteux, et elles continuent à avoir soit une hormonothérapie, soit une immunothérapie sur un long cours. Il n'est pas rare, si je prends l'exemple du cancer du sein, aujourd'hui, il y a un certain nombre de personnes qui ont eu un cancer du sein qui vont devoir suivre pendant 5 à 10 ans un traitement d'hormonothérapie. Mais en fait, là, il s'agit de traitements préventifs d'une rechute ou d'une récidive. Donc, dans ce cas de figure-là, ça ne compte pas. On va s'arrêter véritablement aux traitements actifs. Donc, les traitements actifs, c'est vraiment ce qui va guérir le cancer. Donc, dès que la personne a terminé la chirurgie, la radiothérapie, les traitements médicamenteux actifs, c'est-à-dire qui guérissent le cancer, même si dans la suite, il y a des traitements de type d'hormonothérapie ou d'immunothérapie préventive encore nécessaires, cela ne compte pas. Donc, ce sera le lendemain du dernier traitement actif que ce fameux délai pour obtenir le droit à l'oubli de 5 ans va commencer à s'appliquer. Donc, là où je vous engage à être particulièrement attentif, c'est que dans certains cancers, un traitement
d'immunothérapie ou d'hormonothérapie est préventif et dans d'autres types de cancers, exactement la même molécule peut être curative. Donc là, et je vous engage vraiment à vérifier auprès de votre oncologue ou de votre hématologue si dans votre cas, ce traitement est préventif ou curatif. Selon l'un ou l'autre, eh bien, vous pouvez entamer cette fameuse période de 5 ans qui va vous permettre effectivement de bénéficier de pouvoir bénéficier d'une prise en charge au taux normal, sans surprime ni exclusion, dès que vous êtes dans le cadre de ce droit à l'oubli. Alors, là où je fais aussi un petit point d'attention, c'est lorsque, dans le cadre d'un cancer, le cancer a créé une autre pathologie ou de nouveaux facteurs de risque. Là, il va falloir les déclarer. Donc, par exemple, vous avez des personnes qui, suite au cancer, ont déclaré un diabète ou un problème cardiaque ou encore doivent, imaginons un cancer de la thyroïde par exemple, on va enlever la thyroïde et la personne va devoir être sous traitement d'hormonothérapie thyroïdienne. Ben, ça, vous allez devoir les déclarer. Vous ne devez pas déclarer le cancer, mais vous devez déclarer les conséquences, les séquelles du cancer si ça génère un nouveau risque en fait. Et là, c'est un petit peu, OK, vous avez le droit à l'oubli, mais finalement, malgré tout, le cancer il revient un peu par la fenêtre. Pourquoi? Parce que quand l'assureur, vous allez lui dire, je dois prendre, j'en sais rien moi, une hormone thyroïdienne par exemple, il va vous demander pourquoi vous devez prendre, pour quel type de pathologie vous devez prendre l'hormone thyroïdienne. Donc là, éventuellement, vous allez devoir, enfin pas éventuellement, vous allez devoir lui répondre pourquoi. Donc a priori, c'est à cause de votre cancer. Donc vous allez devoir dire que c'est suite au cancer que vous avez, et l'ablation de la glande thyroïde que vous devez prendre ce médicament. Et effectivement, là, le droit à l'oubli, c'est un peu, voilà, il est un peu mis à mal puisque vous allez quand même renseigner le cancer. Néanmoins, l'assureur, lui, il a la raison pour laquelle vous prenez cette hormone, mais il ne pourra pas en tenir compte. Voilà. De la même manière, imaginons quelqu'un qui, suite au traitement, déclenche un diabète, soit effectivement le diabète ou une autre pathologie, elle serait survenue dans tous les cas, et dans ce cas-là, le médecin explique pourquoi. Enfin voilà, on peut commencer un diabète sans avoir eu un cancer. Donc, en fonction, je vous engage à vraiment vérifier avec votre médecin pour voir si vous avez à déclarer le cancer en tant que cause du fait que vous avez dorénavant un problème cardiaque ou un problème de diabète, le cas échéant. Je ne dis pas que ça arrive à tout le monde, mais ça peut arriver. Donc voilà, donc il faut vraiment avoir en tête qu'une fois que vous avez droit au droit à l'oubli pour le cancer, s'il y a des autres pathologies et facteurs de risque qui sont nés du fait d'avoir eu ce cancer ou les traitements du cancer, eux sont vraiment à déclarer dans le questionnaire de santé et ils pourront là aussi être pris en compte par l'assureur pour faire l'objet d'une décision ou de surprime ou d'exclusion selon les situations. Donc, ayez bien en tête les conséquences, les séquelles du cancer ou des traitements ne sont pas couvertes par le droit à l'oubli et doivent, elles, être déclarées à l'assureur. Et si ça amène à devoir déclarer le cancer pour justifier de l'origine de la pathologie, eh bien, soyez rassurés, l'assureur ne pourra néanmoins pas prendre en compte le cancer lui-même. Donc, ce qui a aussi été un des grands apports de la loi Lemoine, c'est que dorénavant, vous pouvez changer d'assurance emprunteur à tout moment après la signature du contrat. On a eu plusieurs évolutions. Au départ, on pouvait changer dans les 12 mois de la signature du contrat d'assurance de prêt. Après, c'était à la date anniversaire du contrat. Maintenant, c'est vraiment à tout moment. À tout moment, vous avez le droit de changer d'assureur de prêt. Cette liberté a uniquement comme contrepartie que le nouveau contrat doit présenter un niveau de garantie au moins équivalent à celui qui était exigé par la banque. Et la banque,
quand vous avez obtenu votre prêt auprès du banquier, soit vous avez suivi sa propre assurance, hein, parce qu'en général, quand vous êtes en lien avec un banquier, le banquier va vous proposer un assureur avec lequel il a un accord, en fait. Donc, soit effectivement, vous avez suivi, vous avez l'assureur de la banque, soit dès que vous avez obtenu la proposition d'assurance de cet assureur et que vous estimez que c'est trop cher, vous pouvez le mettre en concurrence avec d'autres assureurs, à condition là aussi, de toute façon, d'avoir les mêmes garanties. Donc, à cet effet, la banque doit vous donner une notice technique qui spécifie quelles sont les garanties qui doivent être fournies dans le cadre de votre assurance. Et vous devez suivre ceci, sachant que les démarches pour le changement d'assurance sont entièrement gratuites. Alors, moi, j'attire juste un point d'attention, c'est lorsque vous aviez une assurance avant votre prêt, excusez-moi, que vous aviez une assurance avant d'être malade. Parfois, certaines personnes sont quand même tentées de la modifier parce qu'elles ont trouvé une autre assurance beaucoup moins chère, etc. Mais soyez prudents à ce moment-là, parce que si vous avez une assurance qui était antérieure à la maladie chronique que vous avez, à un AVC, une crise cardiaque ou à un cancer, peu importe la pathologie, si vous aviez cette assurance avant, même si elle est un peu plus chère, il peut être vraiment très intéressant de la conserver. Parce que même si vous aviez accès à un prêt sans questionnaire de santé, eh bien, le risque, effectivement, même si vous pouvez rembourser avant 60 ans, c'est s'il y a une petite clause dans le contrat qui stipule que les maladies déjà connues ne sont pas couvertes, vous ne serez pas couvert, alors que l'assurance que vous aviez, elle vous aurait couvert. On a eu plusieurs cas de ce type-là les 2-3 dernières années. Donc, j'attire vraiment votre attention là-dessus. Ce n'est pas toujours une bonne idée de changer d'assurance, même si on devait avoir une proposition un peu moins chère. Vous pouvez faire les démarches, mais une fois que vous avez les contrats, il faut vraiment faire une analyse fine des contrats pour être certain que si jamais vous vous êtes arrêté pour une maladie qui est déjà connue, cette assurance vous couvrira. Donc voilà, petit point d'attention, mais autrement, effectivement, aujourd'hui, on peut changer d'assureur à tout moment, et cela de façon gratuite, à condition de présenter à la banque une nouvelle assurance avec les mêmes garanties que celles qui étaient proposées initialement. Sandrine? Oui, alors on a une question de Catherine qui nous demande si on peut avoir des garanties supérieures quand on change d'assurance peut-être? Oui, tout à Dans fait. En fait, il y a certaines personnes quand, au moment où elles ont contracté, ou parfois les propositions d'assurance par la banque, c'était des minima, et dans le cadre d'une nouvelle assurance, on peut avoir des choses plus favorables effectivement, puisque là, on est vraiment sur de la concurrence en fait. C'est de la même manière, hein, vous pouvez avoir une banque, elle a des prérequis minimales pour l'assurance de prêt qu'elle veut que vous preniez. Mais si vous venez et que vous lui proposez plus que ce qu'elle demande, elle ne va jamais vous dire non, hein. C'est moins, ça c'est refusé, mais plus, c'est toujours accepté. Donc oui, ça peut exister. Et c'est très intéressant lorsque effectivement vous avez des garanties supérieures à ce que vous aviez précédemment. Merci, Dominique. Donc, pour résumer, l'accès aux assurances de prêt, à tout moment, vous avez le prêt sans questionnaire, donc l'assurance de prêt sans questionnaire de santé et la possibilité de changer à tout moment d'assureur avec ce point d'attention, c'est si vous changez d'assureur, ayez une appréciation très fine du nouveau contrat pour vous assurer, si jamais vous avez déjà, enfin, si vous avez déjà un problème de santé, que le nouvel assureur prendra bien en compte, vous assurera bien dans ce cadre-là aussi. Autrement, il vaut mieux rester avec son ancien assureur. Après la fin des traitements, en tout cas, en règle générale, c'est après la fin des traitements ou en tout cas en cours de traitement, mais c'est plus souvent plus difficile. On fait appel à la convention AERAS et à la grille de référence AERAS pour tout ce qui est cancer. Pour les cancers, 5 ans après la fin du protocole thérapeutique, on peut bénéficier du droit à l'oubli. Alors,
avant de passer vraiment au questionnaire de santé, hein, qui vont vous être, dans la majorité des cas, qui vont vous être proposés et qu'on va vous demander de remplir, je voulais quand même attirer votre attention que la banque peut aussi accepter d'autres garanties qu'une assurance de prêt. Lorsque vous souhaitez obtenir un prêt, donc vous allez voir votre banquier et sachez que oui, la facilité pour le banquier, c'est vraiment que vous passiez par une assurance de prêt. Parce que c'est ce qui, lui, il estime qui va le protéger le plus. Puisque dès que vous allez être en arrêt de travail, dès que vous allez être en invalidité ou en cas de décès, c'est l'assurance qui est censée venir vous remplacer et prendre en charge le remboursement des mensualités ou le remboursement intégral du prêt. Donc, ça, c'est ce que préfèrent les banquiers. Mais vous avez quand même certains banquiers, lorsque l'assurance, elle est vraiment très compliquée à obtenir ou voire impossible, ils peuvent prendre en considération d'autres garanties. Donc, dans les autres garanties, il peut y avoir la caution, l'hypothèque, mais aussi une prévoyance. Il y a quand même un certain nombre de banques qui acceptent, lorsque vous avez une bonne prévoyance avec un bon maintien de salaire, certaines banques acceptent de se passer d'assurance. Donc, vous devenez votre auto-assureur dans ce cas-là. Vous n'avez pas d'assurance, vous, mais le banquier accepte quand même de vous prêter parce que vous avez une bonne prévoyance. Et en général, les prévoyances, elles ont à la fois le côté maintien du salaire en cas d'arrêt de travail, mais aussi maintien du salaire en cas d'invalidité catégorie 2 ou 3, voire également le versement d'un capital en cas de décès et aussi d'une rente éducation ou d'une rente pour le conjoint. Donc, les prévoyances étant assez protectrices, vous avez certaines banques qui, lorsque l'assurance n'est pas possible, acceptent la prévoyance au titre de garantie. Vous avez également les hypothèques, les nantissements. Et puis après, il faut chercher d'autres systèmes comme la création d'une SCI, ce genre de choses, quand vraiment l'accès à l'assurance de prêt est très compliqué ou revient extrêmement cher. Puisque dans certains cas, les surprimes peuvent être extrêmement importantes et dissuasives, voire parfois on a des surprimes qui font que vous basculez sur un coût mensuel qui est trop élevé par rapport à vos revenus. Voilà, je voulais juste faire une petite aparté là-dessus parce que ça me semble important. Et ensuite, donc, je reviens aux assurances et aux questionnaires de santé. Donc, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que vous portez l'entière responsabilité des réponses que vous apportez aux questionnaires de santé. Alors, c'est vrai qu'il y a eu toute une époque, alors ça peut se faire encore de temps en temps, mais c'est beaucoup plus rare, où vous voyez votre conseiller bancaire. Le conseiller bancaire, il avait devant lui une fiche par rapport à l'état de santé. Parfois, il ne vous la remettait même pas à vous directement. Il vous disait tout va bien. Et il cochait, lui, non, non, non partout. Et puis, il vous la faisait juste signer. Mais sur le coup, on n'est pas toujours, on n'a pas le temps de réfléchir. C'est des circonstances où on est un petit peu stressé. Donc, si jamais vous êtes face à cette situation-là, je vous engage vivement à dire à votre conseiller bancaire qu'il vous remette le questionnaire de santé et que vous allez le remplir calmement chez vous. Ça vous permettra de ne pas avoir d'erreur. Nous, on a eu comme ça plusieurs personnes qui avaient oublié de déclarer un médicament qui peut sembler anodin et qui, derrière, a fait qu'ils n'ont pas obtenu les garanties de leurs assurances. Donc, vraiment, si vous êtes dans cette situation-là, refusez, dites gentiment au conseiller bancaire, écoutez, remettez-moi le questionnaire et je vais le remplir tranquillement chez moi à la maison et éventuellement me faire aider de mon médecin traitant si nécessaire. Ça, vous n'avez même pas besoin de le spécifier, mais je vous le dis parce qu'éventuellement, vous pouvez vous faire aider par votre médecin traitant, vous pouvez vous faire aider par votre médecin spécialiste, oncologue, cardiologue, pneumologue, néphrologue, enfin, selon votre souci de santé. Donc, aujourd'hui, très souvent maintenant, ce qui se passe, c'est que les questionnaires de santé, une fois que vous avez obtenu un accord pour le prêt, en tout cas, le questionnaire santé, il est souvent rempli en ligne, en tout cas quand c'est celui de l'assurance de la banque. Souvent, il est rempli en ligne. Vous avez à remplir tout le questionnaire et dès que vous allez répondre oui à une question, il y a une sous-partie du questionnaire qui va s'ouvrir où
dans un deuxième temps, vous allez recevoir un questionnaire beaucoup plus détaillé à remplir. Donc là, ça dépend des compagnies d'assurance, ça dépend si vous prenez l'assurance de votre banque ou si vous faites d'emblée, vous mettez l'assurance de la banque en compétition, donc en concurrence avec d'autres assureurs. Et là, il est parfois intéressant par rapport à ces questionnaires de santé de faire appel à un courtier spécialisé en risque aggravé de santé, parce que le courtier, ce qu'il va essayer de faire, lui, c'est de vous faire remplir un seul questionnaire, le plus complet possible, et d'utiliser ce questionnaire et les documents demandés pour chacun des assureurs qu'il va solliciter. Et ça vous évitera de remplir 5, 10 questionnaires de santé différents. Donc voilà. En tout cas, souvent, vous avez un premier questionnaire qui est simplifié, on va dire. Dès que vous allez répondre oui à une question, alors ça peut être tout simplement, est-ce que vous avez été en ALD dans les 12 dernières années? Est-ce que vous avez vu un médecin dans les 12 derniers mois? Est-ce que vous avez vu un médecin spécialiste dans les 5 dernières années? Est-ce que vous avez été en arrêt de travail? Dès que vous répondez oui à une question, hop, c'est un autre questionnaire qui va être envoyé, qui peut être beaucoup plus détaillé. Et encore, parfois, on remplit un questionnaire détaillé et suite à ce questionnaire détaillé-là, on en reçoit encore un autre, encore plus détaillé. On va ainsi, notamment dans le cancer, jusqu'au questionnaire tumeur, où c'est un questionnaire qui concerne uniquement la tumeur, avec tous les détails qui concernent la spécificité de cette tumeur. Autant vous dire que ça devient des choses extrêmement techniques. Donc là, c'est là où je vous dis, effectivement, vous pouvez vous adresser à votre médecin spécialiste de manière à vous aider à remplir ces questionnaires parce que parfois, ils sont vraiment pas faciles à remplir et que le problème, c'est que si vous ne remplissez pas ces questionnaires de manière complète et loyale, eh bien, on peut, dans la suite, vous objecter que vous n'avez pas rempli correctement le questionnaire, que vous avez caché des informations, que de ce fait-là, l'assureur n'a pas pu apprécier le risque à sa juste valeur et de ce fait-là, il vous oppose la nullité du contrat. Alors, il garde toutes les primes que vous avez versées, 5 ans, 6 ans, 10 ans, 15 ans de primes, mais lui, il ne vous offre plus les garanties en disant vous n'avez pas répondu correctement au questionnaire, vous avez caché des informations ou en tout cas, vous n'avez pas répondu de manière loyale et complète. Donc, ça vaut le coup, effectivement, de ne pas hésiter à demander de l'aide auprès de vos médecins, mais en ayant vraiment en tête que c'est vous qui restez le responsable du questionnaire de santé. Et lorsque vous avez des médecins qui sont un peu réticents à l'idée de vous aider à remplir ces questionnaires, insistez auprès de ces médecins en disant que c'est vous qui portez la responsabilité, que c'est vous qui transmettrez le questionnaire à l'assurance et que vous ne lui demandez pas à lui de le faire. Et que voilà. Donc, pour vraiment les rassurer à ce niveau-là. Donc, en termes de recommandations par rapport à ces questionnaires médicaux, il y a vraiment le respect du secret médical, c'est-à-dire qu'on ne transmet que les informations strictement nécessaires à la finalité du questionnaire. On ne répond pas à des questions qui n'ont pas été posées, on répond uniquement à ce qui est demandé. Je vous engage à vérifier les documents avant transmission à l'assureur. Ne communiquez pas par erreur des documents qui n'ont rien à voir avec qui sont par exemple, qui datent d'il y a 15 ans et qui ne sont pas en lien avec votre situation actuelle et un questionnaire où on vous demande juste les 5 dernières années. D'accord ? Ensuite, il faut être exact et objectif dans la réponse aux questions qui vous sont posées. Donc, vous répondez uniquement aux questions, vous n'extrapolez pas les questions, vous utilisez, quand vous devez décrire quelque chose, vous utilisez un langage neutre et uniquement descriptif. Si une question est trop vague au niveau du questionnaire, prenez contact avec l'assureur pour lui demander une reformulation ou qu'il précise la question si elle nécessite des compléments. Donc, une fois que vous avez rempli vos questionnaires de santé, vous conservez bien une copie du questionnaire rempli. Ça vous permettra aussi de vérifier si à un moment donné, vous demandez vos garanties et que l'assureur vous oppose, vous ne vous avez pas renseigné cette pathologie dans le questionnaire, ça vous permettra d'une part de vérifier ce que vous aviez dit, s'il a raison ou tort déjà, et puis aussi, si vous êtes amené à contester sa position,
vous aurez déjà vous-même le questionnaire pour le remettre à un avocat qui pourra vous donner un avis également, hein, puisqu'il y a il y a des avocats qui sont vraiment spécialisés en droit des assurances. Donc, n'oubliez pas de mentionner la date et les éléments sur lesquels vous vous appuyez, les dossiers, les examens, les entretiens, et en cas de doute, n'hésitez pas à demander à un de vos médecins un certificat médical distinct de manière à éclairer une question de l'assureur. Donc, j'insiste encore, hein, mais c'est mon leitmotiv, n'indiquez pas des informations qui ne vous sont pas demandées. Par exemple, des traitements anciens sans lien, des antécédents familiaux sans pertinence, surtout ne les donnez pas. Et rappelez toujours que, je vous rappelle que la communication, elle se fait toujours à votre intermédiaire. Idéalement, elle ne passe pas par le médecin. Ça a aussi un intérêt parce que, par exemple, vous pouvez avoir un document d'un médecin qui reprend des antécédents très anciens et vous vous rendez compte qu'il y a un autre document qui a la même valeur mais qui ne reprend pas ces antécédents anciens. Ben, ça vous permet à vous de faire le tri et de ne communiquer que ce qui vous estimez vraiment nécessaire pour l'assureur en évitant d'aller lui donner des informations qu'il n'a pas demandées et qui pourraient être en votre défaveur. Ce qu'il faut également savoir, puisque aujourd'hui, hein, ce webinaire concerne toute personne avec toute pathologie, les cancers, mais pas que les cancers. Et puis dans les cancers, il y a également des données génétiques, mais dans certaines maladies rares, vous avez aussi des données génétiques et dans certaines maladies moins rares, vous avez aussi des données génétiques. Donc, lorsque vous avez fait des tests génétiques pour déterminer si oui ou non vous êtes porteur, par exemple, de la maladie de Huntington ou si vous êtes porteur d'un cancer génétique ou d'une mutation, en tout cas, qui pourrait générer un cancer dans l'avenir. Enfin, tout test génétique, en tout cas, bénéficie d'une protection juridique renforcée. L'assureur ne peut jamais vous demander un test génétique. Si vous en avez fait un, vous n'avez jamais à le transmettre. Et le médecin lui-même ne doit jamais communiquer un résultat génétique, même si vous étiez d'accord. Donc là, si le médecin doit vous rédiger un certificat médical complémentaire par rapport à une question de l'assureur, il doit uniquement se contenter d'une description clinique et fonctionnelle de votre état de santé. En aucun cas, il ne peut faire référence à un test génétique. Si jamais vous deviez voir qu'il le faisait, ça peut arriver, hein, voilà. À ce moment-là, n'hésitez pas à demander au médecin de réécrire le document sans aucune référence au test génétique que vous avez pu passer. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que en général, les contrats d'assurance de prêt, mais même de prévoyance, en général, ce qu'ils couvrent, excusez-moi, c'est l'incapacité de travail. Donc, ils vont vous proposer des indemnités journalières complémentaires, l'invalidité avec des rentes invalidité qui vont pouvoir être versées. En règle générale, d'ailleurs, quand vous êtes en invalidité catégorie 3, donc avec besoin d'une tierce personne, très souvent, les assurances de prêt, à ce moment-là, ils remboursent l'intégralité du prêt en une seule fois. C'est souvent prévu dans leur contrat. Et puis, en cas de décès, eh bien, c'est à ce moment-là, c'est ce que je vous évoquais là tout à l'heure, qu'on peut voir un capital décès pour le conjoint survivant, des rentes pour le conjoint survivant ou des rentes éducation. Donc là, il faut se référer à ce que vous avez choisi comme garantie dans le cadre de votre contrat. Les points de vigilance spécifiques à bien vérifier lorsque vous nouez un contrat d'assurance de prêt ou même lorsque vous avez une prévoyance qui peut être une prévoyance via votre employeur ou une prévoyance individuelle. Hein, vous avez des personnes qui choisissent de prendre des prévoyances individuelles, puisqu'on sait qu'aujourd'hui encore, toutes les personnes ne bénéficient pas d'une prévoyance collective. Je crois qu'on estime à environ 37% dans le privé de personnes qui ne sont pas couvertes par une prévoyance collective. Donc, dans ce cas-là, il faut vraiment vérifier si vous avez dans votre contrat des exclusions pour des pathologies préexistantes. C'est vraiment intéressant de le savoir parce qu'ils les activeront le cas échéant.
quels sont les délais de carence que vous avez ou les délais de franchise. Alors là, pour vous donner un exemple pratique, récemment, j'ai un jeune médecin qui a pris une prévoyance et qui avait un délai de carence de 3 mois à partir de la date à laquelle commençait son contrat. Et pour toute pathologie qui était identifiée dans ce délai de carence de 3 mois, l'assureur ne prenait pas en charge par la suite. Donc, ne prendrait jamais en charge ça. Or, lui, il se fait qu'il a fait une radio, il l'a faite 3 jours avant la fin du délai de carence. Mais la radio a mis en évidence un problème de hanche. Ben, il a dû subir une intervention chirurgicale avec 6 mois d'arrêt. L'assurance n'a pas pris en charge parce que l'examen avait eu lieu dans le délai de carence. Donc, il est quand même très intéressant. Je sais que c'est rébarbatif, je sais qu'en règle générale, on ne lit pas ce genre de contrat, mais lorsqu'on a un problème de santé ou lorsqu'on pense qu'on peut en avoir un juste après avoir signé ce type de contrat, c'est vraiment intéressant quand même d'aller étudier, de regarder ce qui est prévu ou non dans ces contrats. Et parfois, il y a aussi des clauses d'aggravation qui sont prévues. Enfin voilà, c'est des choses contractuelles, donc il faut aller vérifier. En règle générale, lorsque vous avez un contrat d'assurance de prêt, même s'il y a une aggravation après, elle est prise, elle n'empêche pas la prise en charge dans le cadre de votre contrat. Donc, en ce qui concerne l'appréciation de l'invalidité, c'est vraiment, il y a 2 réalités. Il y a la réalité de la sécurité sociale. Pour la sécurité sociale, c'est vraiment lorsque vous arrivez à la fin de vos droits aux indemnités journalières de la sécurité sociale, mais il y a une appréciation du médecin conseil de l'assurance maladie qui détermine si oui ou non vous allez pouvoir bénéficier d'une pension d'invalidité catégorie 1, 2 ou 3 dans le cas où vous avez besoin d'une tierce personne. Donc, c'est fondé sur votre capacité de travail et de gain, de la diminution de cette capacité de travail et de gain, mais il n'y a aucune exigence légale de consolidation à partir du moment où vous êtes à la fin de vos 3 ans d'indemnité journalière. Par contre, dans ce qui concerne l'invalidité au niveau des assurances, là, ce qu'il faut là aussi aller regarder, c'est le contrat. Vous avez certains contrats qui vont suivre sans se poser de questions, ils suivent le positionnement de l'assurance maladie. Si la sécurité sociale vous place en invalidité, eh bien, ils suivent, tout simplement. Et puis, il y en a d'autres, contractuellement, ils se donnent le droit de faire évaluer votre invalidité par un médecin expert qu'ils désignent. Et souvent, ils font également référence à un tableau croisé. D'un côté, il y a les incapacités fonctionnelles, de l'autre côté, il y a les incapacités professionnelles. Et il faut que vous soyez à un certain niveau, enfin un certain degré d'incapacité croisée au niveau des deux abscisses, de manière à pouvoir bénéficier de la rente d'invalidité qui est prévue. Donc là aussi, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Aujourd'hui, il y a des avocats qui se sont spécialisés par rapport à ces tableaux. Il y a eu une jurisprudence en 2025 en estimant que l'assurance n'était pas suffisamment claire. C'était une assurance pour une maison, que ce n'était pas suffisamment clair, les 2 tableaux et la manière dont ça fonctionnait en termes d'appréciation, et l'assureur a été condamné à verser les sommes dues. Donc, très souvent, les assureurs, eux, ils s'appuient sur le fait que la situation n'est pas consolidée aussi pour ne pas verser la rente d'invalidité. Donc là aussi, si ça vous arrive, je vous engage vraiment à prendre le conseil d'un juriste. Alors, ça peut être nous, nous, de toute façon, on vous met en lien avec un avocat spécialisé à titre gratuit, en tout cas pour une première consultation. Mais n'hésitez pas, si ça vous arrive, à aller regarder plus loin, parce que effectivement, ça peut être remis en cause au niveau jurisprudentiel. Voilà. Donc, c'est ce que je viens un peu de vous expliquer. Donc, sauf pour les contrats où c'est directement lié, malheureusement, la reconnaissance de l'invalidité par la sécurité sociale n'implique pas nécessairement une reconnaissance automatique de l'invalidité par l'assureur. Donc, n'hésitez pas effectivement à vérifier vos contrats à ce niveau-là et à préparer un éventuel contrôle avec le médecin expert qui sera désigné
par l'assureur. Et dans le cas où ça pose problème, n'hésitez pas à prendre l'avis d'un avocat. Donc, ce blocage sur la pathologie non consolidée, c'est quelque chose qui est malheureusement assez fréquent. Et là, je vous ai pris l'exemple des maladies rares neurologiques, mais quand on est dans les maladies rares neurologiques, on est souvent sur des pathologies dégénératives qui ne sont pas consolidables, qui sont durablement invalidantes, et les assureurs utilisent parfois cette non-consolidation comme motif de report ou refus des garanties. Donc là, le rôle de votre médecin, c'est vraiment de décrire une stabilisation fonctionnelle, même sans consolidation, et d'éviter des termes ambigus comme amélioration attendue, sans précision, qui viennent un peu nourrir le discours des assureurs. Donc là aussi, je vous invite vraiment, si le médecin expert évoque le fait que vous n'êtes pas consolidé, il faut vraiment aller plus loin et demander une contre-expertise. Donc, ce qui vous explique que parfois, il n'est pas utile de passer trop rapidement des indemnités journalières à la pension d'invalidité, parce qu'au plus rapidement vous allez passer des indemnités journalières à la pension d'invalidité, au plus vous avez le risque que la pathologie ne soit pas consolidée. Et donc, il faut vraiment veiller à favoriser, à sécuriser cette transition. Donc, en termes pratiques, quand effectivement vous tombez malade et que vous êtes en arrêt de… Sandrine, vous vouliez intervenir? Alors oui, parce que j'ai un petit décalage sur la présentation. Je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde. A priori, non. Non, c'est bon, c'est rétabli, Dominique. C'est Excusez-moi. rétabli? Oui, oui, Donc excusez-moi. voilà, donc j'arrive à la fin de ma présentation. Et effectivement, quand vous êtes malade et que vous êtes en arrêt de travail, effectivement, il y a pas mal de gens qui se posent la question, mais est-ce que je déclenche vraiment mon assurance crédit? Alors, certaines personnes me disent, moi, je ne l'ai pas déclenché parce que je sais que par la suite, je voudrais obtenir une autre assurance, et si je la déclenche, je n'obtiendrai plus rien. Non, ça n'a rien à voir. En fait, si vous avez une assurance crédit, c'est pour vous protéger, c'est pour vous permettre effectivement, en cas de maladie, en cas d'invalidité ou en cas de décès, de bénéficier de la prise en charge de votre prêt. Donc, il ne faut pas craindre de l'utiliser. Moi, j'ai déjà vu des situations où une personne avait eu avait été dans une situation où elle avait pu bénéficier de la prise en charge de ses prêts. Ça ne l'a absolument pas pénalisée dans le cadre d'une nouvelle assurance qu'elle a prise des années plus tard, où d'ailleurs elle avait pu, puisque c'est un cas de cancer, elle avait pu bénéficier du droit à l'oubli. Donc, si vous avez une assurance, c'est pour vous en servir. Donc, il faut absolument vous en servir. Donc, ce qu'il faut regarder déjà, dès que vous êtes en arrêt maladie et dès qu'on vous indique que l'arrêt maladie va durer un petit peu, parce qu'en règle générale, lorsque vous êtes, pour pouvoir déclencher une assurance crédit, il faut que l'arrêt dure un petit peu. Donc, la première chose qu'on vérifie, si vous venez de signer le contrat, c'est y a-t-il un délai de carence? C'est ce que je vous expliquais avec ce jeune médecin qui avait 3 mois de délai de carence. Donc, il s'agit de la période qui sépare la signature du contrat et l'entrée en vigueur des garanties. Vous pouvez signer un contrat au mois de janvier 2026 et que les garanties ne soient effectives qu'au 1er avril 2026. Par contre, il y a aussi beaucoup de contrats où vous signez le contrat et les garanties sont effectives dès qu'il y a eu le premier versement, dès que vous avez fait dès qu'il y a eu la première prime d'assurance versée. Donc ça, c'est déjà très important à regarder. Donc effectivement, pendant le délai de carence, l'assuré n'est pas couvert par la compagnie d'assurance. Et donc là, ça va dépendre, la durée du délai de carence, ça dépend de la pratique de chacun des assureurs. Je ne peux pas vous donner une règle générale, c'est du contractuel. Ensuite, le point, alors c'est quand même plus rare les gens qui, dès la signature du contrat, sont diagnostiqués d'une pathologie. Donc, en règle générale, si c'est le cas, on regarde le délai de carence. Si au niveau du délai de carence, c'est bien, il n'y a pas de souci, on regarde le délai de franchise. Le délai de franchise, il est le plus souvent de 3 mois, mais il peut osciller entre 30 à 180 jours.
c'est quelque chose qui vous est proposé au départ. Quand vous avez signé le contrat avec l'assureur, il vous a souvent proposé, ben voilà, vous pouvez avoir le délai de franchise, c'est 90 jours. À ce moment-là, si vous, ça ne vous convient pas, vous avez peut-être dû, ben moi, je trouve que 90 jours, c'est un peu long, et vous avez pu lui demander une proposition à 30 jours. ou alors, vous vous rendez compte qu'avec le coût de l'assurance, ça ne passe pas et vous allez demander une proposition à 180 jours, par exemple. Parce que le coût de l'assurance, il va être plus élevé si le délai de franchise, au plus le délai de franchise est court, au plus le coût de l'assurance va être élevé. Donc, effectivement, on ne paye pas la même chose pour une assurance qui intervient dès 30 jours d'arrêt de travail, pour une assurance qui intervient à 90 jours d'arrêt de travail ou pour une assurance qui intervient à 180 jours d'arrêt de travail. Donc, pendant cette période de franchise, il n'y a pas d'indemnité. Par contre, ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que si vous faites une déclaration tardive, parce que ça arrive souvent, vous êtes pris, voilà, on vous a mis en arrêt de travail, vous avez des soins lourds éventuellement à faire, ou vous êtes hospitalisé pendant un certain temps, on ne pense pas toujours à ça, à activer son contrat d'assurance tout de suite. Donc, la plupart des assurances pour les prêts immobiliers prévoient que si vous faites la déclaration avant la fin des 6 premiers mois, donc avant le 180e jour, eh bien, à ce moment-là, c'est rétroactif à la date de fin du délai de franchise. Donc, par exemple, pour quelqu'un qui fait sa déclaration d'arrêt de travail dans le cadre du 5e mois d'arrêt de travail, eh bien, effectivement, si son contrat, c'était que l'assureur devait l'indemniser à partir du 91e jour, rétroactivement, on reviendra au 91e jour pour l'indemniser. Donc ça, c'est important de le savoir parce que soit votre contrat prévoit effectivement qu'il puisse y avoir une rétroactivité à partir du moment où vous avez fait la déclaration dans les 6 premiers mois, soit il ne le prévoit pas. Et s'il ne le prévoit pas, là, il faut vraiment vous dépêcher de faire appel à votre assureur, en fait, de faire la déclaration de ce que lui, il appelle un sinistre, le sinistre étant l'arrêt de travail, l'invalidité ou le décès. Donc, il faut rapidement faire cette déclaration parce s'il n'y a pas de rétroactivité prévue, l'indemnisation se fera à compter du jour de la déclaration. De la même manière, si vous n'avez pas fait votre déclaration dans les 6 premiers mois, même s'il y avait le bénéfice de la rétroactivité à ce moment-là, si vous faites votre déclaration après, donc 6 mois et 1 jour, eh bien malheureusement, là, il n'y aura pas de rétroactivité et l'indemnisation commencera au jour de la déclaration. Ce qu'il faut également savoir, c'est que la plupart des compagnies prévoient que si vous n'avez pas fait de déclaration dans les 2 premières années après le sinistre, eh bien, ils n'auront plus à intervenir. Alors là aussi, je vous conseille dans ce cadre-là de faire appel à un avocat parce qu'on a des jurisprudences qui ont condamné des compagnies à quand même intervenir lorsqu'il n'y avait pas de préjudice spécifique pour elles au fait qu'il y avait eu 2 ans de décalage. Donc voilà, mais en tout cas, contractuellement, ça peut être indiqué. Alors, ce qui est également important à regarder dans votre contrat, c'est si vous avez une clause forfaitaire ou si vous avez des clauses indemnitaires. Lorsque vous avez signé un contrat qui comporte une clause forfaitaire, ça veut dire que vos mensualités vont être payées directement par l'assureur à l'organisme prêteur avec un remboursement intégral des mensualités, quelle que soit la perte de revenus. Alors que si vous êtes, ou même s'il n'y a pas de perte de revenus, alors que si vous êtes sur une clause indemnitaire, l'assureur ne prendra en charge que la perte de revenus que vous subissez. Donc, la différence entre vos revenus habituels et les indemnités journalières et éventuellement la prévoyance dont vous bénéficiez. Ce qui signifie que le niveau de remboursement peut être largement inférieur aux mensualités d'emprunt. En règle générale, quand vous êtes en catégorie 3 ou en cas de décès, là, l'assureur, il rembourse le capital qui reste dû. Donc, mais soyez attentifs, c'est important de le savoir pour vous préparer, en fait, pour savoir à quoi vous attendre si jamais vous êtes concerné effectivement par un arrêt de travail ou une invalidité. Donc, conseil pratique, c'est vraiment aller consulter votre contrat d'assurance afin de savoir
déjà, quelle est la date limite de déclaration? Est-ce que vous disposez bien de 6 mois ou est-ce que non, c'est une compagnie qui ne fait pas de rétroactivité? Aviser l'assureur dès que vous avez connaissance du fait que vous allez être en arrêt de travail un peu long, même s'il vous dit non, mais il faudra m'envoyer les papiers après ou on vous enverra le dossier après, etc. Ayez la preuve que vous l'avez informé du sinistre, ça donnera une date certaine, ça évitera qu'ils vous disent bah non, vous avez renseigné trop tard parce qu'il y a certaines personnes, elles avisent par téléphone et ensuite, bah, elles remplissent leur dossier trop tardivement. Donc voilà, essayez vraiment de sécuriser au maximum. Donc pour déclencher l'assurance emprunteur, n'hésitez pas à envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception à l'organisme qui vous a accordé le prêt ou directement à l'assureur. Et n'hésitez pas à contacter le service clientèle de l'organisme prêteur afin de leur demander de vous aider. Et je vous remercie. J'ai terminé pour ma part et donc je suis à votre disposition si vous avez des questions. Et je me permets juste de vous rappeler que Aesio met à votre disposition auprès de nous, donc auprès de Juris Santé, une permanence juridique qui est entièrement gratuite pour vous et qui vous permet d'avoir accès à des juristes et à des avocats lorsque c'est nécessaire. Voilà, merci beaucoup. Alors, merci Dominique, c'était pas beaucoup de questions. Donc il y a Catherine qui nous demande cependant s'il serait alors plus intéressant de prendre une formule forfaitaire. Donc je reviens en arrière. Mais oui, en fait, parce que dans la formule forfaitaire, même si on ne perd pas de revenus, l'assureur prend intégralement en charge les primes. Donc nous, Oui, donc régulièrement, on a des personnes qui nous disent: «Oui, bah, je comprends pas, mon assureur me rembourse 4 € par mois». C'est parce qu'on a pris une clause indemnitaire. Alors que la clause forfaitaire, effectivement, quel que soit, même si vous avez aucune perte de salaire, hein, il y a des personnes qui ont cette chance-là, c'est d'avoir un maintien de salaire à 100 grâce à leur employeur dans un premier temps mmh. et puis à une bonne prévoyance. Eh bien, quand on a, effectivement, on n'a aucune perte de salaire, mais ça n'empêche pas, si on a une clause forfaitaire, d'avoir en plus la prise en charge de son prêt. Mais ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que quand vous avez un contrat avec une clause forfaitaire, il est plus cher que lorsque vous avez un contrat avec une clause indemnitaire. Forcément. Mmh. OK. Merci, merci Dominique. Bah, écoutez, il n'y a plus de questions. Donc oui, en effet, on a cette permanence juridique, hein, donc dont chaque adhérent peut bénéficier si besoin. Donc n'hésitez pas à appeler si vous êtes confronté à un souci d'assurance de prêt. Donc, Dominique, on vous retrouvera à 2 reprises dans l'année. La prochaine fois, c'est au mois de juin, 1er juin. Là, on va parler plutôt, qu'est-ce qui se passe si on est malade et qu'on est on est en arrêt de travail, on est en invalidité, donc tout ça, cela a des conséquences. Comment on peut être garanti pour cela? Enfin voilà, donc vous nous expliquerez tout ça au 1er juin et puis on se retrouvera également le 5 octobre pour, pour tout ce qui est droit, autour des droits des aidants. Voilà. Bah, merci à tous pour votre participation. Vous allez recevoir un lien pour accéder au replay du webinaire dans les jours, qui suivent, dans les 3 jours là qui viennent et puis également un lien vers notre questionnaire de satisfaction. Donc n'hésitez pas à nous faire part de votre avis sur votre webinaire. Merci par avance. Et je vous invite également à retrouver toute notre programmation de webinaires, de cycles de web ateliers, mais aussi de bilans individuels dans votre espace adhérent sur la rubrique Prévaisio dans la page Mes services de votre espace adhérent. Merci à tous. Merci Dominique, à bientôt. Merci Sandrine et puis bonne journée à tous. Et il est un peu tard, mais mes meilleurs vœux pour la nouvelle année quand Oui, même. on est encore dans les temps pour On cela. est encore dans les Merci. temps. Bon, écoutez, alors mes meilleurs vœux à tous pour la nouvelle année. Merci Dominique, à vous Merci, également. au À revoir, bientôt, bonne au journée. revoir.